Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue sur un format, j'essaie quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi en tout cas, ça me plaît. Donc j'essaie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez penser de ce nouveau format, de cette nouvelle vidéo qui sera un podcast, mais un podcast, un livre audio même. Donc c'est une première pour moi, donc merci de votre indulgence. Je vais vous proposer un livre, je vais le lire tranquillement. Donc je souhaite, si vous avez envie, de vous installer confortablement. Je vais vous dire qu'est-ce qu'est ce livre, pourquoi j'ai choisi ce livre, quel est mon rapport, bien entendu, à la lecture. Et puis on est parti. Installez-vous confortablement. J'espère que ma voix passe bien. Rien n'est écrit d'avance. Avec ma spontanéité et ma bienveillance, c'est parti pour cette nouvelle aventure sur la chaîne Le Grand Foutoir. C'est parti. Alors, c'est un livre philosophique. Oui, un livre philosophique. Il faut savoir, en préambule, que j'aime la philosophie, j'aime la psychologie, j'aime tout ce qui a un rapport au cérébral, au mental, aux énergies, au bien-être, à l'évolution spirituelle, à la recherche d'être une personne meilleure chaque jour un peu plus, encore plus dans ces périodes compliquées de pandémie mondiale. J'aime la réflexion, refaire le monde, discuter. Voilà, donc un livre, il faut savoir que donc oui, mon rapport à la lecture est assez particulier, puisque il se trouve que moi, au collège ou au lycée, vous savez, on vous prend souvent, on vous oblige à lire un livre, à faire une fiche de lecture, etc., pour pouvoir apprendre la lecture, bien entendu, mais à étudier un texte, et puis la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. C'est vrai que c'est assez perturbant. Je me rappelle bien entendu d'un livre, je crois que c'était L'île au trésor, je crois, un célèbre livre. Voilà, c'était assez, même si à la base ça pourrait être un super livre, pardon, mais mais, euh, mais comment dirais-je? Mais voilà, j'ai eu toujours une mauvaise expérience avec la lecture. Et c'est vrai que de plus en plus, j'aime cet état d'esprit. Je trouve que lire un livre, c'est un petit peu se couper du temps, un petit peu être en osmose avec l'écrivain, entre autres, bien entendu. D'ailleurs, dites-moi si vous entendez bien la musique en fond, une musique tranquille, une musique un petit peu chill. Donc, vous me direz bien entendu. Donc, ce livre, on en revient à nos moutons. Ce livre, c'est quoi? Le titre du livre, c'est Trois amis en quête de sagesse. C'est écrit par Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. C'est un moine, un philosophe, un psychiatre qui nous parle de l'essentiel, selon eux. Je vais vous dire, bien entendu, la quatrième de couverture, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je ne suis pas un grand spécialiste de littérature, malheureusement, mais peut-être que cela va changer. D'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous lisez actuellement, ou ce que vous aimez comme style de livre, ou quel est l'écrivain qui vous passionne ou qui vous plaît. Alors, c'est parti. Depuis longtemps, ils rêvaient d'écrire un livre ensemble, pour être utile, pour apporter des réponses aux questions que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Quelles sont nos aspirations les plus profondes? Comment diminuer le mal-être? Comment vivre avec les autres? Comment développer notre capacité au bonheur et à l'altruisme? Comment devenir plus libre? Sur chaque thème, ils racontent leurs expériences, leurs efforts, les leçons apprises en chemin et nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont différents, mais ils se retrouvent toujours sur l'essentiel,
Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre. Christophe Randré est médecin psychiatre. Il a été l'un des premiers à introduire l'usage de la méditation en psychothérapie. Alexandre Jolien est philosophe et écrivain, auteur d'une œuvre qui s'attache à un lectorat toujours plus large. Sa réflexion et ses écrits portent sur la thérapie de l'âme. Et enfin, Mathieu Ricard est moine bouddhiste et vit au Népal, où il consacre au projet humanitaire de l'association Karuna Session. Alors, installez-vous confortablement, écoutez le son de ma voix et imaginez. Voici le préambule de cette histoire. La maison dans laquelle nous avons travaillé à ce livre se situe au cœur d'une forêt en Dordogne. Non loin, un petit chemin sur lequel nous allions souvent nous promener entre deux discussions et un embranchement, un panneau de bois qui indique la direction du hameau voisin avec ces mots rédigés à la main. Cœur joie, voix sans issue. Mais nous n'avons pas écouté ces messages. Durant cette quinzaine de travail et d'amitié, la joie dans nos cœurs fut loin d'être sans issue. Voilà 2 ou 3 ans maintenant que nous avions décidé de nous retrouver tous les trois pour écrire ensemble un livre sur la manière de conduire son existence. Pas un manuel assenant des leçons, mais un ouvrage parlant de nos convictions et de nos expériences. Il nous semblait que nos trois trajectoires, si différentes, nos 3 métiers, philosophe, moine, psychiatre, permettraient peut-être un croisement fécond de points de vue sur les grands sujets qui interrogent tout être humain lorsqu'il réfléchit à la manière dont il mène sa vie. J'espère que vous entendez bien le son de ma voix. C'est une première, donc merci d'être indulgent. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous étions les uns et les autres. Puis le temps des vraies rencontres arriva, et celui de l'amitié. Au gré de nos retrouvailles publiques ou privées, au constat de nos valeurs communes, de nos convictions partagées, l'idée d'un livre a donc émergé. Dans ce trio infernal, chacun a son rôle. Mathieu est le grand frère généreux et solide, parcourant le monde pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Les projets humanitaires, le Tibet, l'altruisme, d'une robustesse intellectuelle et physique qui force l'admiration de ses 2 comparses. Alexandre est le jeune frère, joyeux et affectueux, à l'esprit brillant, créatif, poétique, adorant rire et faire rire, aimant être chouchouté et donner beaucoup d'amour. Christophe est le frère du milieu, tranquille, soucieux d'aider, d'expliquer, de réconforter ses patients et ses lecteurs. Le plus solitaire de la bande, mais toujours heureux de se retrouver avec ses amis dans le bien, comme c'est surnommé le trio. Un mot aussi sur des lieux et de l'ambiance. Nous avons vécu ces journées d'échange dans une maison toute simple, ouvrant sur la vallée de la Vézère, où nous pouvions admirer le lever du soleil hivernal, émergeant doucement des brumes et éclaire peu à peu le paysage. Une maison où nous étions traités comme des princes du Périgord, nourris d'une succulente cuisine végétarienne. Nous n'avions plus qu'à réfléchir, nous asseoir et discuter entre nous au coin du feu. Pour faire respirer nos cerveaux de grandes balades dans la nature, des tablées bavardes avec les amis du passage et des visites de la communauté bouddhiste, du centre d'études de Chanteloube dans les temples, les stupas et les ermitages nous entouraient. Beaucoup de rires aussi, lorsque nous avons cherché un titre pour notre ouvrage. Voici à quoi vous avez échappé, et donc vous comprendrez donc, nous l'espérons, la genèse en lisant les chapitres correspondants. 3 hommes dans un hameau, les cordonniers de la compassion, les tontons flingueurs de l'ego, les bûcherons de l'altruisme, les plombiers de la gratitude, les pipelettes du Périgord,
les éboueurs du moi, les vermisseux de l'écoute, les commandos d'optimisation des performances compassionnées. Durant ces journées de travail, nous étions entourés d'amis bienveillants, permanents ou de passage, sans lesquels nous n'aurions pu conduire ce projet. Ce sont nos 3 noms qui figurent sur la couverture, mais tout un réseau d'anges et de fées s'est aussi penché sur le berceau de ces livres. Nous remercions enfin d'ouvrage ses compagnons de route. Dernière précision, ce livre rassemble les échanges d'expériences et des convictions de 3 amis que leur trajectoire, leur personnalité et leur métier ont amené à réfléchir et à travailler sur ce qui fait le bien d'un humain. Nous ne prétendons pas être des modèles en la matière, ou alors des modèles quant aux efforts à accomplir et aux difficultés à surmonter. Nous discutons portés sur des thèmes que nous avions choisis avant notre séjour, et nous décidions chaque soir du sujet du lendemain, afin que la nuit nous porte conseil. Nos échanges à bâton rompu étaient enregistrés intégralement, puis retranscrits sur papier. Nos éditeurs et nous-mêmes avons ensuite travaillé à nettoyer et à mettre en forme ces heures de conversation et de débat. Nous espérons que vous retrouverez dans ces pages quelque chose de l'ambiance studieuse et joyeuse de nos échanges, de l'esprit spontané mais aussi soucieux de cohérence et de transmission que nous avons essayé d'adopter. Venez maintenant prendre place à nos côtés, sur une chaise ou plus près de nous encore, sur l'un des fauteuils fatigués et accueillants dans lesquels nous nous sommes installés. D'autres amis sont là, dans la pièce, qui nous diront tout à l'heure des choses précieuses sur le débat que nous avons eu. Le feu crépite dans la cheminée. La vallée s'étend de l'autre côté de la fenêtre. Le soleil d'hiver commence à pâlir doucement. Le thé fume dans les tasses, réchauffe les mains et stimule les esprits. Alexandre prend son air de lutin et fait une blague. Mathieu ajuste ses lunettes et tape dans ses mains pour rappeler tout le monde à plus de concentration. Et Christophe regarde une dernière fois ses notes prises la veille au soir sur son petit carnet. Il sait que ses fourbes de copains se tournent souvent vers lui pour lui lancer, qui se lance en premier. La discussion a commencé, il ne manque plus que vous. C'est parti, on commence l'introduction de ce livre. Bonne écoute. Mathieu. La motivation, c'est un peu comme la direction qu'on décide de prendre en se levant le matin quand on voyage. Est-ce qu'on va vers le nord, le sud, l'ouest? Au moment d'entamer ces discussions qui vont fournir la matière d'un livre, il est utile de passer quelque temps à nous interroger sur le sens que nous voulons donner à nos entretiens. Demandons-nous surtout si ce que nous voulons, c'est aider les autres ou servir nos intérêts personnels. Nos motivations pour ce livre, Christophe. En ce qui me concerne, il me semble que mes motivations sont triples. D'abord, être utile. Je suis un médecin qui écrit des livres d'aide psychologique et qui cherche à rendre service à travers eux. Savoir que je peux me rendre utile à d'autres humains, sans forcément les rencontrer, me procure un immense bonheur. Je ne pense pas avoir jamais entrepris de livre avec une autre motivation, comme nous 3 d'ailleurs. Aider mes lecteurs à moins souffrir, à progresser en tant qu'être humain. Passer 10 jours avec 2 amis que j'aime et que j'admire est une deuxième motivation. Mais je vois encore une autre inspiration dans ce livre, et à 3 voix. Faire coïncider l'image que les gens ont de nous et ce que nous sommes. Nous sommes parfois perçus à tort comme des sages, comme si nous avions trouvé une sorte de savoir et de manière d'être qui nous rendait très différents des autres. Évidemment, du moins pour moi, c'est une illusion,
et en parlant de notre propre parcours et de notre difficulté pour devenir de meilleurs humains, nous pouvons aider encore un peu plus les personnes qui nous lisent, en leur rappelant que nous ne leur sommes pas supérieurs. J'ai le sentiment qu'il est rassurant pour un lecteur de savoir qu'il n'y a pas deux catégories de personnes, celle qui plane à 10 km au-dessus de sa tête et celle qui patauge comme lui dans la gadoue du quotidien. Tous les êtres humains sont semblables. Ils ont à travailler dur pour devenir meilleurs. Alexandre, à l'heure d'entamer cet échange, j'ai l'impression d'entrer dans un immense laboratoire spirituel pour explorer, en votre compagnie, les grands chantiers de l'existence. Relever ce vertigineux défi aux côtés de deux experts du bonheur me réjouit et m'intimide un peu. Plus que tout, j'ai à cœur que nos propos soient utiles. Il est des livres qui m'ont sauvé la vie et je serais heureux si, sans présenter des recettes, il n'y en a pas, notre discussion pouvait encourager celles et ceux qui luttent et témoigner du désir de s'engager toujours plus à fond sur un chemin spirituel. Même le plus grand progrès intérieur est vain s'il ne nous rend pas plus solidaires, s'il ne nous rapproche pas de notre prochain. Et la culture de soi peut vite sentir le renfermer si elle ne débouche pas sur une vraie générosité. L'ego, le fameux ego, ça c'est moi qui rajoute. L'ego est si doué et tordu qu'il récupère tout, ou presque. Il y a assurément un égoïsme spirituel. En oubliant les autres, nous nous cassons inévitablement la figure. Nous instrumentalisons la voie même qui pourrait nous sauver. D'où l'urgence de rechercher une pratique qui nous libère étape par étape de ce risque. L'amitié guérit de bien des maux. Elle donne des ailes et console. C'est elle qui a marqué le coup d'envoi de notre rencontre et qui tisse en profondeur les liens qui nous unissent et que rien ne saurait user. L'essentiel est de ne jamais oublier que tous, nous sommes des coéquipiers embarqués sur la même galère. C'est ensemble que nous devons traverser l'océan de la souffrance. C'est à cette dynamique que j'aimerais dédier ce livre. Même le plus grand progrès intérieur est vain s'il ne nous rend pas plus solidaires. Et la culture du soi peut vite sentir le renfermer si elle ne débouche pas sur une vraie générosité. Petit aparté, oui, je pense pas que lire et parfois là, faire un petit peu une pause pour pouvoir un petit peu reprendre mon souffle et pour pouvoir un petit peu voir et parler de mes réactions. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On ira jusqu'au premier chapitre, je pense. Et on verra par la suite si vous aimez et si je continue. J'espère bien, mais qui vivra verra, bien entendu. En tout cas, voilà, c'est reparti. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Mathieu, ce livre est né, au départ, de notre amitié et de notre souhait renouvelé de passer plusieurs jours ensemble pour une conversation franche sur des sujets qui nous tiennent à cœur. L'idée n'est pas de mettre simplement en commun nos élaborations mentales pour en faire un livre de plus. Certains aiment inventer les concepts et ils s'attachent ensuite à l'idée de les propager. Notre but est plutôt le partage de ce que nous avons appris de nos maîtres spirituels ou autres, de nos études et de nos pratiques méditatives ou thérapeutiques. En ce qui me concerne, c'est grâce à la sagesse et à la bonté de mes maîtres spirituels que j'ai pu me transformer un tant soit peu, me mettre au service d'autrui. J'essaie donc, à mon tour, de partager ce qu'ils m'ont apporté en faisant de mon mieux pour ne pas trahir ni dénaturer leur message. Alexandre, il n'y a qu'une urgence, c'est de nous engager à fond dans une pratique, nourrir en soi un ardent désir,
de progresser et réaliser que nous pouvons échapper à la prison de notre mental. Chacun peut disserter à l'envie sur la pratique, mais la vivre jour après jour, voilà la grande affaire. Lors d'une conférence à l'Association des indignés, j'étais moi-même un peu indigné, car après les beaux discours, je me suis retrouvé seul sous une pluie battante, obligé de rentrer à pied à la maison. Il est vain de condamner le monde, d'accuser la terre entière. Poser des actes, aider, soutenir pour de vrai, voilà ce qui compte. Hâtons-nous de suivre le conseil de Nietzsche, pour qui le meilleur moyen de bien inaugurer la journée consiste à se demander dès son réveil si aujourd'hui l'on peut faire plaisir au moins à un homme. Cette phrase était vachement longue quand même. Désolé par avance, je continue. Tout commence par le prochain, le premier venu. Pour le dire dans les mots de Christian Bobin, comment de tout cœur accueillir celui que je rencontre au coin de la rue et le proche que je côtoie chaque jour, et aimer pour de bon celui qui m'agace. Christophe. Nous pouvons tous être comme ces indignés qui t'écoutent parler de l'altruisme et ne t'aident pas à revenir à la gare. Parce que nous en restons au concept, parce que immédiatement après la conférence, nous revenons à nos problèmes et à nos préoccupations. Au fond, le message essentiel n'est pas l'altruisme est une belle chose, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres, maintenant, aujourd'hui. Le concept à lui seul n'est pas guérisseur. Il peut être consolateur, éclairant, gratifiant, mais la guérison passe toujours, tôt ou tard, par les actes et par le corps. C'est dans l'expérimentation et le réel qu'on voit si une idée a de la force ou du sens. Et c'est dans la mise en pratique qu'on peut constater ses conséquences sur nous et sur les autres. Mathieu. L'idée essentielle et que vous soulevez est au cœur du bouddhisme. On dit que l'efficacité et le sens de tout enseignement se mesurent à la façon dont il devient partie intégrale de soi. Tout le reste n'est que blabla. Collectionner les ordonnances du médecin sans suivre le traitement prescrit n'aide pas à se soigner. Les idées sont utiles pour éclaircir le débat, savoir où l'on va, déterminer les principes de nos actes, mais si l'on ne met rien en pratique, cela ne sert à rien. L'efficacité est le sens de tout enseignement sur mesure à la façon dont il devient partie intégrante de soi. Il y a une autre question importante qui vaut la peine d'être clarifiée concernant notre motivation et l'utilisation possible de ce livre. C'est l'ambiguïté de ce qu'on appelle le développement personnel. Si ce développement s'opère uniquement dans la bulle de notre ego, on va le nourrir, le polir, l'embellir avec des idées réconfortantes. Mais ça sera toujours dans une optique très étriquée et on passera à côté du but, car la recherche de la plénitude ne peut s'accomplir que par la bienveillance et l'ouverture aux autres. Il faut éviter à tout prix que l'exercice de la pleine conscience et de la méditation en particulier devienne un havre où l'on s'absorbe en plein temps dans le monde de notre ego. Comme Alexandre le dit souvent, dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer. Soit on tente de se transformer soi-même dans le but de se mettre au service des autres, et tout le monde est gagnant, soit on reste dans la bulle de son ego, et tout le monde est perdant, parce qu'en essayant désespérément d'être heureux, juste pour soi-même, on ne parvient ni à aider les autres, ni à s'aider soi-même. Alors, petit aparté, c'est vrai que c'est pas vraiment facile de lire, ça fait tellement longtemps, donc j'espère que ça vous plaît en tout cas. Merci de me le dire en commentaire. Et c'est reparti. Christophe, j'ai le sentiment que j'évolue dans une sphère un peu différente des vôtres, dans la mesure où je suis un soignant, confronté aux attentes et aux difficultés de mes patients, qui souvent manquent d'estime de soi. De ce fait, j'ai tendance à avoir sur ces questions un regard moins critique.
Dans mon travail, je remarque que la première étape consiste souvent à consoler l'ego, à le restaurer, le renforcer. Beaucoup ont un rapport à eux-mêmes marqué par la détestation. J'ai l'impression que je dois le faire un travail à deux temps. Si je les encourage à s'occuper des autres, cela va certainement leur faire du bien, mais je n'aurai pas fait le boulot dans le bon ordre. Je sais qu'à terme, il va falloir lâcher l'intérêt qu'on se porte, ou du moins lâcher la partie excessive de cet intérêt auto-centré. Mais pas trop vite. J'y crois d'autant plus qu'à titre personnel, dans ma construction, c'est comme ça que j'ai progressé. Une autre chose m'a toujours obsédé dans ma pratique, c'est ce qu'on appelle la révélation du soi thérapeute. Le moment où le soignant, face à la souffrance de l'autre, parle un peu de la sienne, parle un peu de lui. D'ailleurs, nous l'utilisons dans ce livre. Ce phénomène a été étudié, théorisé, parce que c'est un élément puissant, comme un condiment dans la cuisine. Un condiment. Sans cela, une relation thérapeutique est fade, alors qu'elle peut prendre, grâce à lui, un goût de complicité et d'humanité. En quoi consiste la révélation de soi dans une relation d'aide? À un moment donné, le soignant entend chez son patient une souffrance qui fait écho à une souffrance qu'il a vécue. Et il décide de lui parler d'un bout de ce qu'il a traversé parce que cela peut être utile à son patient. Il prend conscience qu'il n'est pas seul. Ce self-disclosure, comme disent les Américains, doivent s'effectuer à toute petite dose. Pas question d'envahir l'espace de la consultation avec nos propres histoires. Pas question de chercher à faire relativiser le patient, car il ne s'agit pas de dévaloriser son droit à souffrir. Il s'agit juste de lui faire rejoindre, au travers de sa souffrance, le vaste groupe des humains qui l'entourent. Ce qui me fait penser à cette autre phrase de Christian Bobin dans Les Ruines du ciel. Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu'elle a déjà plusieurs fois traversé l'enfer. Lorsqu'ils viennent nous voir, les patients sont en train de traverser l'enfer. Ils s'y sentent seuls et perdus. Savoir que d'autres ont connu aussi ce chemin de souffrance peut parfois être pour eux un réconfort et un apaisement. Notre parcours. L'idée de vocation est très libératrice. Elle sert de boussole les jours où tout va mal, d'incitation à rejoindre l'appel le plus profond de notre vie, dans l'épreuve comme dans la joie. Il s'agit de sans cesse se demander à quoi m'appelle, ici et maintenant, l'existence. Pour ma part, je crois que la vie m'en a confié trois. D'abord, le handicap. Il s'agit de vivre à fond. L'infirmité, loin d'être un fardeau, peut devenir un fabuleux terrain d'exercice. Si je la considère comme une corvée, je peux tout de suite me tirer une balle. Autant y avoir un chemin positif et également un chemin possible vers la sagesse. Mais attention, ce n'est pas la souffrance qui grandit, mais c'est que nous en faisons. Je me méfie comme de la peste des discours qui justifient trop vite les épreuves. Sans oublier que la peine peut aigrir, tuer un cœur. Sans avoir pour autant accepté un bloc le handicap, cette calamité certains jours, j'y découvre une chance pour devenir plus joyeux et plus libre. Et je vois clairement que, sans une pratique spirituelle, j'y suis mal barré. Bref, le handicap m'accule à l'urgence de me convertir et de prendre refuge au fond du fond, loin des étiquettes du paraître pour partir chaque jour à l'école. Phrase importante à noter que le livre dit, ce n'est pas la souffrance qui grandit, mais ce que nous en faisons. Je me méfie comme de la peste des discours qui justifient trop vite les épreuves. Le métier d'écrivain procède aussi d'un appel. Cette passion, cette nécessité s'est imposée très tôt. À l'heure de la lutte, j'ai compris qu'il me faudrait un jour témoigner de l'héritage que me léguaient mes camarades d'infortune. Ils m'ont transmis un goût de l'essentiel, le désir de progresser, la soif d'une joie inconditionnelle et de la solidarité. À l'Institut pour personnes handicapées,
où j'ai grandi durant 17 ans, est née une vocation de témoin. C'est sans doute un mécanisme de survie, mais des plus féconds. Dans la souffrance, j'ai senti de tout mon être qu'il fallait en faire quelque chose. Enfin, la vocation de père de famille m'invite à beaucoup désapprendre, à guérir de la peur, des réflexes et des manques, à progresser toujours. Ces trois vocations m'accompagnent d'heure en heure, en particulier quand ça ne va pas, c'est-à-dire assez souvent. Elles débordent l'idée et d'un objectif personnel que l'ego s'acharnerait à réaliser à tout prix. Ici, il n'y a aucun galon à gagner. Galon à gagner, oui, ça se dit, oui, c'est ça. Ça se dit. Il s'agit simplement d'avancer et d'aimer toujours plus profondément sans se fixer nulle part. Celui qui s'enferme dans une identité n'a pas fini de souffrir. Si je suis convaincu par exemple que mon bonheur dépend de mon statut d'écrivain, le jour où je ne peux plus écrire, je perds ma joie. Aujourd'hui, je me nourris en puisant à la source des grandes spiritualités, notamment par la pratique du zen et par une vie de prière, ce qui m'aide à vivre plus profondément ces trois chantiers de l'existence. Tout a commencé par un handicap à la naissance. Il aura suffi d'un malencontreux cordon ombilical pour me retrouver infirme moteur cérébral à perpétuité. Dès l'âge de 3 ans, j'ai grandi dans un centre spécialisé à l'école de vie rude et formidable. J'y ai surtout découvert comme de plein fouet la précarité de notre condition. Depuis, je me coltine un sentiment d'insécurité, une peur de l'abandon, fruit sans doute de ce début de carrière, un brin mouvementé, et de la séparation d'avec mes parents. Dans cette vie en institution, j'ai retenu l'émerveillement face au monde et la nécessité de toujours se mettre en route. Avec mes camarades d'infortune, parfois très lourdement handicapés, j'ai aussi été confronté à la mort. L'une de mes meilleures amies, Tricia, souffrait d'hydrocéphalie. Je ne connais pas. À l'âge de 8 ans, une éducatrice m'a pris à part. Va voir Tricia, elle est au fond du couloir. Va voir comme elle est belle. Je suis entré dans la pièce sombre pour découvrir ma camarade allongée dans un cercueil. Je ne savais pas qu'elle était malade. Cette rencontre prématurée avec la mort et la souffrance m'a à la fois grandi et traumatisé. Je n'oublierai jamais cette petite fille qui avait les bras croisés comme en prière. Dans cette chambre glauque, j'ai ressenti un appel radical qui m'a orienté vers la vie spirituelle. J'ai senti dans ma chair que sans une quête intérieure, je serais foutu. Le combat pour être admis à l'école prétendue normale a été longue, très très longue. J'avais loupé les tests psychomoteurs, pas assez rapides grâce à la persévérance de mes parents. J'ai pu heureusement rejoindre les bancs de l'école. Si j'insiste sur le droit pour chacun à l'intégration, c'est précisément parce que j'ai échappé de peu à l'exclusion. Quand on m'a laissé sortir du centre, c'était comme si je débarquais sur une autre planète. J'ignorais tout des codes sociaux, qui je devrais m'embrasser, à qui je devrais serrer la main. Aujourd'hui encore, j'appréhende un petit peu ce jeu social. De mon enfance, je garde un certain sens du tragique et une tenace naïveté. En côtoyant des personnes qui ne me pouvaient pas parler, j'ai aussi appris la douleur d'un geste amical, d'un sourire, d'un regard. Il m'a fallu beaucoup de temps pour atterrir dans la société et me résoudre à m'y adapter. J'ai serré si fort la première fille dont je suis tombé amoureux que sa réaction me trouble encore aujourd'hui. Mais t'as un problème, toi. Ce premier contact risque fort de se figer en une condamnation à la retenue. Ce qui faisait ma joie à l'institut, c'était au contraire de vivre dans une déroutante transparence. Quand nous étions contents, nous le disions. Quand nous étions tristes, nous le faisions aussi savoir. Dans le monde extérieur, en revanche, je découvrais qu'il fallait bien souvent masquer ses sentiments, déguiser ses intentions, surtout ne pas tout
dévoilé. Malheureusement, il a tellement raison. Côtoyer les plus démunis m'a transmis très jeune un certain goût de la solidarité. D'aucuns prétendent que l'homme est mauvais, égoïste et qui ne pense qu'à lui. C'est exactement le contraire que j'ai vécu avec mes camarades d'infortune. Une solidarité naturelle, une bienveillance spontanée, un désir de progresser ensemble. Un mot, un vivifiant altruisme. Devant un sort peu clément, nous nous serrions les coudes. Il faut tordre le cou à cette idée que l'homme est égoïste par nature. Dans ton livre Plaidoyer pour l'altruisme, Mathieu, tu cites un passage de la correspondance du père de la psychanalyste qui m'a bien fait rire, et où il dit qu'il n'a découvert que peu de bien chez les hommes. Ils ne sont pour la plupart que des racailles. Au contraire, j'ai trouvé une bonté nue sans calcul dans le cœur de bien des pratiquants, et surtout auprès des enfants. Pourquoi en venons-nous à désapprendre cette innocence? Il est vrai que le spectacle quotidien est à l'observation la plus rudimentaire de soi révèle mille et une tares, comme la jalousie, la médisance, la moquerie, ces travers difficiles à arracher, mais tout cela ne m'empêche pas de croire à la grandeur de l'eau. C'est beau ça. Il nous faut donc redoubler de force pour rejoindre le fond du fond, la nature profonde de notre être qui échappe à ces mécanismes émotionnels. Avant, je ne cherchais le bonheur qu'à l'extérieur. Je me réfugiais dans l'espoir d'une vie meilleure sans oser changer mon regard sur, sur le monde. Sur ma route, une rencontre comme un heureux accident de parcours m'a fait dérailler, quitter le chemin tout tracé. Un jour, j'ai demandé au prêtre de l'institut pourquoi y a-t-il des personnes handicapées? Pourquoi, si Dieu existe, nous laisse-t-il là loin de nos parents? Le père Mourad a eu la décence de ne pas me servir une explication là où il n'y en a aucune. La bonté de cet homme qui avait voué sa vie aux autres m'a dérouté et m'a conquis. Je me souviens de ces paroles. Toi, tu es un philosophe. Tu es comme Socrate. Dès lors, bien que nul à l'école et peu intéressé par les choses de l'esprit, j'ai couru acheter des livres sur Platon, Socrate, pour en tirer une véritable pharmacopée et surtout une invitation à vivre meilleur, plutôt qu'à vivre mieux. L'aventure pouvait commencer, et c'est un jeune adolescent désarmé qui s'est lancé vers le progrès, qui a osé descendre dans l'antériorité. Avant, je ne cherchais le bonheur qu'à l'extérieur. Je me réfugiais dans l'espoir d'une vie meilleure, sans oser changer mon regard sur le monde. Ça, c'est vachement important. Franchement, surtout dans cette période-là, en ce moment, je trouve que c'est vachement important. Le va-nu-pied d'Athènes a apporté un remède, un aiguillon, une thérapie de l'âme. De là à désirer entrer en philosophie, comme on entre dans les ordres, il n'y avait qu'un pas. À côté du handicap, c'est le manque affectif qui a laissé les plus lourdes séquelles. Trop d'éducateurs avaient reçu pour consigne cette distance prétendument thérapeutique qui semble interdire toute chaleur humaine. Pour couronner le tout, j'ai été parfois entouré de quelques religieuses un peu froides, traquant parfois partout l'idolâtrie. Quand je disais que j'adorais le gâteau, elles me répondaient sèchement « Oh, on n'adore que Dieu !» Heureusement, le père Mouhad corrigeait le tir. Sa bonté extrême, sa grande érudition m'ont donné le goût de la vie spirituelle. Son bon sens, sa générosité, sans ombre et blablabla, je la refais autant pour moi. Son bon sens, sa générosité sans ombre et sa sagacité m'ont touché. Prêchant par exemple, il m'a converti à la voie de la philosophie. Pendant la guerre, il avait abrité une famille juive. Il m'a raconté qu'un jour, apercevant en loin une voiture de la Gestapo,
Il avait, sans hésiter, mis sa maison sans dessus-dessous, casant les assiettes, éventrant les armoires. Quand les SS sont arrivés, elle aura simplement rétorqué: vos collègues viennent de passer, ils ont tout fouillé, regardez le désordre qu'ils ont laissé. Bon, il ne parlait pas comme ça, je pense, oui. Vous m'avez compris. Bref, c'est à cet homme de Dieu que je dois ma passion pour la philosophie. Il m'a fallu un paquet de temps pour comprendre que la sagesse s'enracine dans un art de vivre, dans des exercices spirituels pratiqués au fil des jours. Bientôt, j'ai aussi fait l'expérience un peu amère que la philosophie ne soigne pas, en tout cas pas pour moi. J'avais beau lire, relire Aristote, je sais pas qui, Leibniz, pardon, tant pour moi, Spinoza, Nietzsche, pardon, et toute la clique, les émotions perturbatrices ne me laissaient pas en paix. Sur le chemin, j'ai rencontré le maître zen Jack Castermain. Grâce à lui, j'ai senti que la paix était déjà là, au fond du fond, et que le corps, loin de lui faire obstacle, pouvait y conduire. Alors, il me fallait un père spirituel qui soit à la fois maître zen et prêtre catholique pour approfondir la foi de Dieu, la foi en Dieu qui m'a toujours habité et la méditation. Avec ma femme et mes 3 enfants, nous sommes donc installés à Séoul pour nous initier à l'école du détachement et de la liberté. Le diagnostic était tombé. J'avais perdu la joie de mon enfance, cette simplicité, cette spontanéité. En Corée du Sud, l'apprentissage m'a pas mal décapé. Loin du super papa protecteur que mon mental espérait, j'ai rencontré un authentique maître spirituel qui me montre jour après jour que l'amour inconditionnel est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Il m'apprend à aimer plus librement, à sortir de prison au fond. Depuis, je me suis engagé à pratiquer 1 heure de méditation par jour. Se consacrer corps et âme à la pratique, c'est ce qui sauve. C'est ce qui me sauve. Nous maîtrisons peu de choses, d'où la nécessité de donner sans réserve à la vie spirituelle qui nous délivre un pas après l'autre. Chaque jour, je découvre avec joie ce qui libère vraiment, les rencontres et la fidélité à la pratique spirituelle. Grâce à mon maître et à ma famille avec Bernard Campan, Joachim, Romina, Christophe, Mathieu et tant d'autres, je peux me donner à ces vocations et avancer dans le métier d'homme. Ça c'est bien dit ça, un métier d'être homme, être humain. Oui, 1001 coups de main renouvelés au quotidien m'aident à vivre avec les blessures. Petite pause, donc je vais continuer d'arriver au premier chapitre, d'accord? Allez, c'est reparti. Finalement, je suis le contraire du self-made man. Oula, vous voyez que mon anglais... Désolé par avance. D'instant en instant, je dois mourir et renaître et beaucoup désapprendre. Quand j'en viens à maudire mon handicap, je me souviens des mots infiniment bienveillants de mon maître qui me réveille sur le champ. Bénissez les obstacles. Sans ce handicap et ces angoisses à répétition, vous seriez probablement le roi des imbéciles. Ces électrochocs m'apprennent à ne plus diaboliser ce qui m'empêche, à première vue, de progresser. Récemment, je l'ai supplié de ne pas me renvoyer en Europe avant que j'ai découvert une véritable paix, une joie authentique, avant que j'ai déraciné les causes de ma souffrance. Je crois que nous allons rester quelque temps en Corée du Sud. Christophe, j'aime beaucoup les 3 vocations dont tu parles, père, handicapé et auteur. Pour moi aussi, la paternité a été un révélateur et une motivation à progresser. Je voulais donner le meilleur exemple possible à mes filles et je voyais bien que ça allait me demander beaucoup de travail. Mon handicap est simplement d'être structurellement, psychologiquement un anxieux, très apte au malheur. Et les efforts pour ne pas glisser sur cette pente accompagnent ma vie quotidienne. Quant à la vocation d'auteur, au départ, elle était un prolongement de ma vocation de soignant. J'aime aider, consoler, guérir, quand c'est possible.
Quand je lis les livres des autres, les tiens, Alexandre, ceux de Mathieu, ceux de Christian Bobin et de bien d'autres, je suis sensible à l'aspect thérapeutique, éclairant ou non du livre. Et j'évalue, dans ma tête, le service rendu au lecteur. Et à mes yeux, il y a deux types de livres. Ceux qui vont aider et ceux qui vont juste distraire. Mon parcours, je ne suis pas né tout équipé pour soigner et parler de la souffrance. J'ai rencontré toutes sortes de difficultés, infiniment moins grandes que les tiennes. Pour tout un tas de raisons, je suis quelqu'un de profondément inquiet, pessimiste, introverti aussi. Je ne me sens capable de réfléchir véritablement que lorsque je suis seul. En même temps, j'ai besoin des autres. Je dis souvent que je suis un solitaire social. Ça, c'est une phrase que j'adore, que je note. Je suis un solitaire sociable. C'est un peu ça aussi en ce moment, c'est un peu ça, un solitaire sociable. Belle phrase, qu'en pensez-vous? Chaque fois que j'ai pu raconter mes livres, cette dimension de fragilité est montée. Combien c'était important pour moi de le travailler. Je crois que cela a apporté du réconfort au lecteur, parce qu'il constatait que ce travail est le lot de tout être humain. Ma grande crainte est d'être idéalisé par mes lecteurs, alors que mes proches même admirent parfois certains de mes comportements, mais connaissent aussi mes limites. Et c'est non seulement mieux ainsi, mais plus confortable. C'est pourquoi je parle souvent de moi dans mes livres, non par narcissisme, mais pour révéler les efforts que je dois poursuivre, pour m'éloigner d'une image trop lisse et parfaite. C'est une chance d'avoir fait des études de médecine et non d'ingénieur. Quand j'étais petit, comme j'étais bon élève, on m'avait orienté dans les séries sciences, et pas dans les séries scientifiques. Et comme tous mes camarades de l'époque, je rêvais de construire des fusées, des immeubles. Et au dernier moment, j'ai lu Freud, qui faisait partie du programme de philosophie. Ses écrits m'ont emballé et j'ai décidé de devenir médecin psychiatre et non psychologue, ce qui m'a fait emprunter le chemin de la médecine et comprendre que j'aimais vraiment soigner. Pouvoir aider et consoler me mettait dans un état de grand bonheur. D'autant que dans ma jeunesse étudiante, j'étais sans doute au comble de l'égoïsme, parce qu'on ne m'avait jamais appris l'altruisme, et parce que j'aimais séduire et faire la fête. Apprendre la médecine m'a peu à peu conduit à rencontrer la vraie souffrance. La vraie souffrance. Et à me rendre compte qu'il est important d'être présent aux côtés des personnes qui souffrent. Je comprenais que j'avais choisi le bon métier parce que, à côté de la tristesse qui faisait naître en moi les malheurs des patients, je sentais que les soulager me rendrait heureux et donner à ma vie un sens que mes autres activités ne m'apportaient pas. Finalement, soigner et consoler me faisait un bien fou. Est-ce pour cette raison que j'ai continué sur cette voie? Mes motivations à l'altruisme étaient-elles finalement égoïstes, puisqu'elles me faisaient du bien? J'ai longtemps cru, tout en ayant honte de cet égoïsme déguisé. Bien plus tard, Mathieu m'a ouvert les yeux, montrant que ce bien-être à soigner était un bénéfice de l'altruisme, obtenu de surcroît, mais pas forcément sa motivation initiale. Puis, après les études de médecine, je suis passé à la psychiatrie, et très vite, j'ai vu que la psychanalyse qui dominait à l'époque notre discipline n'était pas faite pour moi. Elle heurtait mon désir d'apporter de l'aide aux autres. Elle nécessitait une position de retrait dans laquelle j'étais malheureux et mal à l'aise. Je m'y sentais limité dans ma spontanéité et contraint à une distance qui me semblait inadéquate face à des personnes en souffrance. Comme les soignants de ton institution, Alexandre, qui avait pour consigne de ne pas avoir de relation affective avec les enfants qu'il encadrait. On considérait alors qu'un soin était meilleur quand il était contenu, habité par une relative distance thérapeutique. Moi, à parté, je trouve que c'est pas une bonne solution, ça. Enfin bref. On se privait du pouvoir gigantesque des émotions, de la compassion et de l'empathie. On l'ignorait ou on le réfrénait
Cette façon d'être distant avec les patients, de ne pas leur prendre la main, de ne pas leur donner de conseils, me mettait profondément mal à l'aise. Et je me suis dit, tu n'es pas fait pour être psychiatre. Et je me tournais un temps vers la chirurgie, aux urgences, vers l'obstétrique. Ça me plaisait aussi, mais la psychiatrie m'attirait toujours. J'avais sans doute besoin d'elle pour mon usage personnel. J'y suis revenu d'une autre façon. J'y suis sorti du circuit universitaire. J'ai abandonné toute forme d'ambition de carrière dans la hiérarchie hospitalière et je suis allé vagabonder, me former à l'hypnose, à la thérapie familiale. J'ai découvert mon maître en psychiatrie, Lucien Millet, qui était ce qu'on appelait un psychiatre humaniste. Et là, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Il était gentil avec ses patients, les appelait par leur prénom, sans compiner avec, s'intéresser à leur vie, voulait faire collaborer la famille au lieu de les tenir à distance. Ah, ça, franchement, c'est super, ça. Il pratiquait la psychiatrie comme il me semblait qu'on devait le faire, avec bienveillance et souci d'autrui. J'ai commencé à respirer et je me suis formé aux approches comportementales, à contre-courant de la psychanalyse lacanienne. Avec l'approche comportementale, nous sommes dans la pédagogie et le compagnonnage. Nous expliquons aux patients comment fonctionnent leurs troubles, leurs efforts qu'ils ont à faire. Nous sommes chaleureux avec eux et nous avons intérêt. C'est vachement bien. Si tout le monde pouvait le faire, ça serait génial ce genre de pratique. Parce que nous leur demandons des choses difficiles, se confronter à leur peur, à leur angoisse, qui spontanément ils ne feraient pas. Tout ce que je faisais avec mes patients, je m'en nourrissais pour surmonter mes propres problèmes, mes propres angoisses, ma propre timidité. Quand j'ai découvert la psychologie positive, là encore, je m'en suis abandonnément servi pour contrer mes tendances au négativisme, au pessimisme et au malheur. Puis j'ai rencontré la méditation et celui-ci à nouveau un immense bouleversement. Chaque fois que je travaillais avec mes patients, j'étais moi-même en train de me ramer dans la même barque. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais souvent, j'avais une grande gratitude après les séances. Leur permettre de comprendre quelque chose d'eux, m'aider à comprendre quelque chose de moi. Sur le terrain, en direct. Les patients ont été mes maîtres. J'ai le souvenir très précis d'une dizaine d'entre eux qui ont transformé ma vie sans le savoir. Je ne leur aurais peut-être pas suffisamment dit, je ne leur aurais peut-être pas suffisamment remercié, mais je pense à l'époque que ça les aurait déstabilisés. Tu m'étonnes. J'aime ce chantier permanent auquel nous travaillons tous. Quand nous nous sommes rencontrés, Alexandre, tu m'as fait découvrir cette notion de progressiante, mot latin qui désigne celles et ceux qui sont en train de travailler et de progresser. Ça, c'est vraiment pas mal ça. Je crois en ça. Je pense qu'on est perpétuellement en train de progresser, de travailler sur soi et sur les autres. Tu avais même une association à un moment qui s'appelait comme ça, les Prograniantes. Je sais pas si je le prononce bien, je suis pas fait latin. Et je me suis retrouvé dans ce processus avec toute une vie pour m'améliorer, pour progresser et pour l'expliquer aux patients, les encourager à le faire. J'ai mis longtemps à comprendre tout ce que dont Mathieu parle constamment. La primauté de la motivation altruiste sur les motivations auto-centrées. J'étais tellement bancal que s'il n'y avait pas eu la médecine, j'aurais sans doute mal cheminé. J'aurais peut-être été un bon ingénieur, mais un mauvais humain. Et ce message, j'ai bugué, pardon. Et ce message, je pense que je n'ai pas pu le recevoir en profondeur qu'une fois devenu père et médecin, après avoir été attendri par mes enfants et patients. Comme cela a pris du temps, j'ai toujours le souci de sentir où en sont mes patients et de leur montrer la direction au loin, sans leur mettre la pression sur des choses dont ils ne sont pas encore pleinement capables. Je les encourage à considérer que des petits actes altruistes vont leur permettre, par exemple, de moins penser à leur souffrance, mais je ne leur les présente pas comme un idéal salvateur. Et si je vous raconte tout, c'est parce que je pardonne toujours à mes patients d'être trop accrochés.
à leur ego cabossé et que je leur pousse à se pardonner eux-mêmes les erreurs et leur lenteur. C'est le chemin que j'ai parcouru moi-même. C'est très intéressant en tout cas. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, bientôt on a fini pour cette expérience. On continue. Que dire, Mathieu? Que dire après toutes ces belles choses? Gamin et adolescent, je n'étais ni merveilleux ni pire que les autres. J'avais la réputation d'être un peu froid. Comme disait de moi Alexandre au début de notre amitié, je n'étais pas très extraverti. Dès mon adolescence, je me suis ouvert aux écrits sur la spiritualité. Sous l'influence de ma chère mère Yann Latroumelin, Yann, je ne sais pas comment on dit, pardon, c'est un prénom un peu particulier, et de son frère Jacques-Yves Le Troumelin, un navigateur solitaire qui, pendant ses voyages en mer, avait beaucoup lu sur le soufisme, sur le Vedanta et sur les autres voies spirituelles, notamment grâce au livre de René Guénon. Nous avions un cercle d'amis qui parlaient beaucoup de ces choses-là. Ça m'intéressait et je lisais aussi quelques ouvrages sur la spiritualité. Rien de très engagé. J'ai été élevé dans un milieu laïque. Je voulais être médecin et même chirurgien, mais j'ai écouté les conseils de mon cher père qui m'a dit « Il y a peine de médecin, la recherche, c'est ça l'avenir ». J'étais plutôt bon en physique, donc j'ai choisi la physique. Mais à part ça, je n'étais pas un excellent élève. Mon père m'a encore dit « La biologie, c'est l'avenir ». Donc j'ai fait de la biologie. Par un heureux concours de circonstances, je suis rentré à l'Institut Pasteur, chez François Jacob, et j'ai fait une thèse sur la division cellulaire. Il se trouve que juste avant mon entrée à l'Institut Pasteur, j'ai vu en cours de montage les films d'Arnaud Desjardins, qui avait tourné sur les grands maîtres tibétains et qui avait fui l'invasion chinoise. J'avais 20 ans, et brusquement, ça a tout changé. Je me suis dit qu'il ne s'agissait plus d'écrits, de maîtres. Ces êtres-là étaient encore vivants. Il y avait encore là-bas des Socrates, des François d'Assise. Il me semblait avoir pourtant quelque chose d'exceptionnel par rapport à toutes les personnes que j'avais rencontrées jusqu'alors. Arnaud Desjardins et un autre ami, Frédéric Leboyer, qui venait juste de les voir, m'ont montré des photos. Ils m'ont dit « Celui qui nous les a le plus impressionnés, c'est celui-ci. » Alors je ne le prononcerai pas parce que Krang Yung, bon bref, quelqu'un, vous avez compris, qui vit à Jianglinglong. Bon, j'ai décidé de le rencontrer. Mon père avait eu l'excellente idée de me faire apprendre le grec classique, le latin et l'allemand. Il disait que je finirais par apprendre l'anglais de toute façon. Je suis donc parti pour Jarling avec un petit ami avec le petit Acélimil anglais dans la poche. Arrivé là-bas, j'ai aussitôt vu que Kangaroo Glebroche est devenu mon maître, et pas seulement parce que c'était le premier que j'avais rencontré, mais parce que c'est lui qui m'avait touché le plus profondément. Au cours du même voyage, j'ai rencontré d'autres maîtres, mais c'est avec Kangaroo Glebroche que j'ai passé le plus de temps. J'avais devant moi l'exemple même, non pas d'un savoir particulier, d'une habileté exceptionnelle, mais simplement de ce qui pouvait devenir de mieux un être humain. Je suis revenu en France, où j'ai poursuivi ma thèse, mais chaque année, entre 67 et 72, je suis retourné à Jalalong, cette fois en tout. À un moment donné, je me suis dit, quand je suis à l'institut... Pardon, je fatigue, pardon, excusez-moi. C'est pas facile pour moi non plus. Quand je suis à l'Institut Pasteur, je pense surtout à l'Himalaya. Et quand je suis dans l'Himalaya, je pense plus à l'Institut Pasteur. Je dois prendre une décision. Au lieu de partir aux États-Unis comme le souhaitait François Jacob, en guisant de postdoc, j'ai étudié le bouddhisme dans l'Himalaya. J'y suis resté quasiment sans bouger de 72 à 97. Je n'ai presque plus de contact avec l'Occident. Je n'ai pas lu un seul livre en français pendant toute cette période. Pas de journaux, pas de radio non plus. J'ai d'ailleurs un trou dans ma connaissance des événements mondiaux qui se sont produits à cette époque. Et comme j'ai un peu trop négligé la langue française, cela m'a handicapé quand j'ai dû écrire des livres. Pendant 25 ans, je me suis initié au tibétain et j'ai pratiqué la voie bouddhiste. Pour ce qui est des 3 situations que vous avez mentionnées, père de famille, handicapé et écrivain, père de famille, je ne l'ai jamais été. Je ne suis quand même occupé d'enfants par l'intermédiaire
une organisation humanitaire que j'ai fondée avec un groupe d'amis. À présent, elle prend en charge l'éducation de plus de 25 000 enfants dans les écoles et soigne chaque année 120 000 patients dans des dispensaires quand elle a fait construire. Puis où ça commence à être vraiment difficile, ça fait 1 heure que je parle, je vais vraiment finir, il reste pas longtemps avant d'arriver à la fin du chapitre. En tout cas, voilà, merci de votre indulgence et c'est reparti. Pour ce qui est du handicap, sans faire de jeu de mots déplacés, il est clair que pour moi qu'on est handicapé tant qu'on n'est pas entièrement éveillé. Tant qu'on a encore en soi une trace de malveillance, d'avidité ou de jalousie, et qu'on ne ressent pas une bienveillance sans limite envers les autres. Qu'il s'agisse de bonheur dont vous parlez, ou de l'altruisme auquel j'aspire, je suis donc parfaitement conscient du mélange d'ombre et de lumière qui existe encore en moi, et des progrès immenses que j'ai encore à faire. Je sais que parfois je suis loin d'être parfaitement bienveillant. Il m'arrive d'avoir des pensées et des paroles que je me reproche quand je les évalue à l'une de l'altruisme. Mais je garde le souhait profond d'y remédier, de me transformer encore bien davantage. C'est cela qui compte, c'est dans cette direction que je veux aller. Mon retour en Occident a été déclenché par le dialogue avec mon père, dont nous avons fait un livre, Le moine et le philosophe. Je n'avais aucune vocation d'écrivain. J'avais commencé à traduire des textes tibétains, mais je n'étais pas particulièrement doué pour l'écriture. Quand on m'a proposé ce dialogue, je suis allé voir l'abbé du monastère où j'habite. Je leur ai dit, voilà ce qu'on me propose. Franchement, je ne vois pas très bien l'intérêt de passer 10 jours à discutailler. À ma surprise, il m'a répondu, si, il faut le faire. C'est donc en partie sur ces conseils que j'ai accepté. Sans lui, j'aurais continué sur la même trajectoire dans l'Himalaya, à pratiquer et à traduire des textes. Évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Un jour, je suis un jour, je suis un parfait inconnu, et le lendemain, parce que je suis passé à la télé, les gens me parlent dans la rue. Ils veulent m'amener en voiture pour me déposer quelque part, ou pour bavarder 5 minutes. En plus, habillé comme je suis facilement repérable. Un véritable drapeau ambulant. Oui, d'ailleurs, ce mec-là, toi qui me parle, Ricard, je crois que c'est ça, Richard. Attendez, qui c'est quoi déjà? Mathieu Ricard. On l'a vu souvent à l'époque à la télévision. Alors pourquoi continuer à faire tout ça? Est-ce que je ferais pas mieux de rester dans mon ermitage pour tenter de devenir un meilleur être humain et pouvoir ensuite me mettre au service des autres pour de bon? Si c'est ça l'idéal, pas la peine de s'arrêter en route pour bricoler et couper le blé quand il est encore en herbe. Pourtant, les circonstances ont fait que je me suis lancé dans toutes sortes d'activités, notamment avec l'association Korean Junction, qui à ce jour accompagne plus de 160 projets humanitaires. Waouh, impressionnant. Je pense que le livre auquel nous travaillons sera utile. Des gens disent que cela les aide dans la vie. C'est toujours un peu surprenant, mais en même temps, c'est réconfortant. Puisque je voyage partout dans le monde, autant que ça serve à quelque chose. Je navigue entre l'Orient et l'Occident, entre une vie purement traditionnelle et contemplative et une vie d'interaction avec le monde moderne. Ça, c'est pas mal ça. Un peu les deux. J'essaie de trouver des amis du bien, les meilleurs possibles pour faire progresser la cause de l'altruisme qui m'est chère. La science, j'y suis retourné par l'intermédiaire de ma collaboration avec les neuroscientifiques. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais me retrouver dans un laboratoire 35 ans après avoir quitté l'Institut Pasteur. Dans de nombreux autres domaines comme la politique, l'économie, l'environnement, nous pouvons essayer de trouver une communauté de pensée, avec l'idée que 100 brins d'herbe séparés ne servent pas à grand-chose, mais que si on les réunit on forme un balai. On peut faire le ménage. Par faire le ménage, je veux dire essayer d'ôter les obstacles à un monde meilleur, à une humanité plus juste, remédier aux inégalités, faire progresser une vision du monde altruiste et aider les autres à donner un sens à leur existence, contribuer au bien de la société. Quand on rencontre des êtres avec qui on sent une certaine communauté de pensée, avec qui on tisse des liens d'amitié, comme c'est le cas avec vous, on se dit qu'ensemble, on peut certainement faire davantage que tout seul. On peut apprendre les uns des autres, enrichir notre réflexion
et trouver des meilleurs moyens d'aider autrui. Les circonstances ont fait que tous les trois, au fil des années, nous sommes devenus de plus en plus proches. Nous avons appris à mieux nous connaître et nous apprécier. Maintenant, pour ce qui est de l'écrivain, je n'en suis pas vraiment un. Je suis avant tout passionné par les idées. On me demande parfois si j'ai une mission en Occident. Pas le moindre du monde, aucun agenda particulier. Quand on me dit sur le plateau télé, finalement, qu'est-ce que vous faites ici? Je réponds, vous m'avez demandé de venir, je suis venu. Mais si vous ne m'invitez pas, je n'aurai rien à perdre ni à gagner. Si je peux partager des idées, je le fais volontiers. Sinon, je ne me demande pas mieux que de rester dans mon ermitage. Et je ne vais pas continuer indéfiniment à me dire quel va être mon prochain livre. Le temps est précieux et j'ai déjà exploré les sujets qui me passionnent le plus. Après l'altruisme, il n'y a pas d'autre immense sujet qui s'impose. En revanche, si ensemble nous pouvons élaborer un projet qui apporte une dimension supplémentaire à chacun, peut faire de son côté, j'en suis très heureux. Tel est notre souhait depuis des années. Bien voilà, on a fini le début du livre. Plus d'une heure que je suis là à parler, à vous raconter ce livre. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est important pour moi si ce format vous intéresse. Si vous avez envie de continuer ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'aime pas faire ça, mais bon, pourquoi pas. Plus on est nombreux, plus on rit. Voilà. Dans la chaîne Le Grand Foutoir, il y a du football, mais pas que. Et il y a également de la philosophie. J'espère que ce concept vous plaît et j'espère vous revoir très prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.